Okay. Moi, je suis pas née avec un réseau. J'ai un des réseaux internationaux, je pense, les plus puissants qu'on puisse avoir. Parce que ça va justement de ce plombier au chef d'État. En fait, tu peux pas savoir tout sur tout. C'est pas possible. Yes. Si tu penses ça, c'est que t'as déjà perdu. Oui, je suis issu d'une migration, donc c'est compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué. Essaye déjà et après on verra. Comment une personne qui n'a pas de réseau, qui n'a pas une appétence à ça, peut faire en sorte d'aller dans ces milieux-là? Bon, à 24 ans, tu as créé ta première boîte, c'est bien ça? C'était il y a longtemps. 24 ans, t'es né en 80, c'est ça? J'ai 45 ans, je vais sur mes 46. J'ai pas osé dire ton âge. Tu peux le dire, je n'ai pas de tabou. Je t'ai dit que je n'avais pas de tabou. Donc à 24 ans, tu as créé ta première boîte. C'est ça. 17 salons, plus de 200 salariés. Ouais. Et ensuite, tu as fait les plateaux télé, tout s'est effondré, puis tu t'es relevée plus forte. Ouais. Là, ça va, pour l'instant, j'ai bon. T'as presque bon, parce qu'en réalité, quand tu lances un business, c'est vraiment, c'est un peu comme un électrocardiogramme. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Donc effectivement, j'ai lancé mon premier business à 24 ans. J'ai eu chaque jour était un nouveau pic et une nouvelle chute et un nouveau pic. Pourquoi? Parce que tu apprends tout sur le terrain. Parce que tu deviens femme à tout faire, uniquement ce que tu veux, mais femme à tout faire. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le marketing, maîtriser la finance, les RH, la com. Faut absolument tout maîtriser. Pour pouvoir recruter des gens qui font ces métiers-là, faut les comprendre. Donc, le temps que tu fasses ton apprentissage, tu as eu le temps de tomber quand même un paquet de fois et de faire pas mal d'erreurs. Et je crois que les erreurs, contrairement à ce qu'on pense, surtout en France, c'est des expériences qui sont indispensables pour te construire en tant qu'entrepreneur. Plus elles sont grosses, plus tu seras solide plus tard. Ah, mais totalement. De toute façon, on en parlait, Abdoul. Ouais. Ce qui ne te tue pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois qu'on se relève à 10% meilleur. Tu fais 10 erreurs, tu te relèves 100% meilleur à la fin. C'est pas une légende. Après, en France, ils ont du mal avec l'échec. Enfin, on a du mal avec l'échec. C'est-à-dire que quand on rate, les gens prennent ça comme une fin, alors que c'est pas le cas. T'as raison, Abdou. Moi, je dis pas on. Parce que je m'intègre pas là-dedans. Moi, j'ai toujours eu cette vision anglo-saxonne. J'ai grandi avec cette notion que l'échec était nécessaire à ma réussite. C'est pour ça qu'en conférence, je dis toujours, l'échec est une réussite différée. Parce qu'en fait, tu n'as pas vu un sportif qui réussit du premier coup. Ouais. Il s'entraîne, c'est ce qu'on appelle un entraînement. Et un entraînement, tu essayes de tirer 1 fois, 2 fois, 10 fois, et la 100e, ça marche, parfois la 1000e. Et c'est ce qui te permet de réussir à faire ce que tu voulais faire. Ou alors, c'est que ton projet, il n'est pas ambitieux. Mais si ton projet, il est ambitieux, a priori, il va te falloir beaucoup d'entraînement. Tiger Woods, il n'est pas devenu Tiger Woods comme ça. Il a tapé des balles en temps de pluie, en temps de neige, à 6h du mat, à 5h du mat, avec une rigueur exceptionnelle. Il s'est ramassé plein de fois avant d'être Tiger Woods. Ouais, donc, quand tu ambitionnes de jouer en Champions League, tu t'entraînes dur pour y arriver. Et tu passes par toutes les étapes. Ouais, moi, c'est le foot. Moi, mon échec principal, c'est le foot. J'allais te poser la question, c'est quoi l'échec qui t'a fait le relever plus fort? Moi, c'est le foot. Je pensais que j'allais être footballeur professionnel. C'est vrai? Ouais, vraiment, je pensais. Et alors, ça te fait quoi d'être entrepreneur méga professionnel? C'est une satisfaction déjà, parce que ça veut dire que je suis arrivé à quelque chose. Mais je suis arrivé là grâce au foot. Franchement, honnêtement, c'est le foot qui m'a... Les échecs du foot, ça m'a permis de créer ce que j'ai créé. Là, tu vois. T'as des échecs en tête? Ouais. Peut-être une chose qui, tu penses, t'a vraiment construit ou a vraiment construit le Abdou d'aujourd'hui? Ouais. C'est honnêtement... En fait, moi, le foot, ce que ça m'a fait le foot, c'est... Je me suis rendu compte que... Tu peux être le meilleur, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas bien accompagné, c'est mort. Et si tu ne fais pas partie des élus, ça va être mort, voilà. Il faut l'accepter. Compliqué. Et quand tu vois aussi que la porte, elle est fermée, c'est pas grave. Va sur le côté, tu trouves une autre porte. Bien sûr. Et moi, c'est là où, moi, à 19 ans, j'ai compris, je me suis dit, le foot, je pense que j'ai pas l'étoffe pour devenir footballeur. Je me suis rendu compte, parce qu'il faut apprendre à se rendre compte aussi des choses. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire autre chose. C'est là où... je me suis mis à 200% dans les études pour réussir. Et je crois que la rigueur et la détermination que tu as eue dans ton parcours de foot t'a permis d'apprendre plein de choses qui t'ont
permis d'avoir la réussite pro que tu as aujourd'hui. Donc, ouais, non, c'est pas grave, tu vois, c'est un mal pour un bien. Et en vérité, maintenant, quand j'y pense, j'aurais pas voulu être footballeur. C'est vrai? Non, pas voulu. Parce que c'est pas mes valeurs. C'est pas mes valeurs, tu vois. Quand je regarde les photos, ils me ressemblent pas. C'est pas des gens comme moi, ils sont... Enfin, tu sais, quand tous les scandales avec les femmes, ce genre de choses-là, moi, je suis pas... Ouais, mais il y en a qui sont pas là-dedans. Je te donne un exemple. On est en pleine Coupe du Monde. Vozina, le gardien du Cap-Vert, 40 ans. Il est électricien à côté. Il continue à gérer sa famille. Il est dans une pauvreté difficile. Sa mère peut même pas venir le voir à la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas les moyens de payer le visa. Et le type, il est resté intact. Alors, est-ce qu'on va voir avec la folie? Le gars, il a quand même gagné 20 millions d'abonnés. Pendant une Coupe du Monde, il est passé devant Sadio Mané et tout le monde. Donc, sa vie va être transformée parce qu'il va pouvoir monétiser tout ça et sortir de cette situation qui était la sienne. Mais le type a des valeurs solides. Il a 40 ans, tu l'as vu dans toutes les interviews, Sadio Mané. Sadio Mané, c'est pour moi un exemple en termes d'humilité, en termes de bienveillance. Ce qu'il a fait dans le village natal de ses parents, il n'a pas oublié d'où il venait. Et il est resté quelqu'un de très stable, très posé. Tu vois, lui, peut-être qu'il te ressemble le plus au niveau des valeurs. Je crois qu'il faut... Il y a de tout dans tous les milieux. C'est vrai, mais... Ouais, après 90%, c'est pas comme ça. Tu connais mieux le foot que moi. Mais en fait, il y a toujours des anomalies dans tout. Et pour rebondir sur ça, est-ce que vous deux vous considérez comme des anomalies? Est-ce que selon vous, vous étiez prédestinés à être qui vous êtes aujourd'hui? Comment ça? Non, moi je suis pas une anomalie. Moi, je crois qu'on était prédestinés à être ce qu'on était. Et je crois que quand on comprend les valeurs que nous transmettent nos parents, on comprend que la valeur matérielle dans une vie, c'est rien. Par contre, les valeurs qui sont ancrées en toi, que tes parents te donnent, quand tu regardes les mains de tes parents, tu comprends la dureté de la vie qu'ils ont eue, tu comprends ce que ça peut construire en toi, tu comprends qu'à chaque fois que tu les vois, tu sais d'où tu viens. Je crois que ça vaut de l'or. Et moi, je crois que j'aurais pas voulu avoir un autre parcours parce que je crois que le fait de n'avoir rien à perdre était ma plus grande force. Moi, j'ai grandi dans la pauvreté. J'ai jamais eu l'impression d'être pauvre. J'ai toujours eu l'impression d'être la gamine la plus riche de ma classe, de mon quartier, de ma ville. Pourquoi? Parce que ce que me donnaient mes parents valait de l'or et j'en avais conscience. Et je crois que c'est ça que nos enfants aujourd'hui n'ont pas forcément en tête. C'est que ce qu'on te transmet, qui n'a pas une valeur matérielle, parce qu'on est dans un monde très matériel, vaut beaucoup plus en réalité que ta maison, ta voiture et tout, que tu peux perdre, mais avec ce qu'on t'a transmis, tu sais reconstruire. L'inverse n'est pas valable. Si tu as ça et que tu n'as pas les valeurs solides qui vont t'accompagner tout au long de ta vie, eh ben en réalité, tu perds ta maison et ta voiture. Demain, tu ne sauras pas la reconstruire. Parce que tu partiras de quelque chose qui t'a été donné. Là, on part avec quelque chose qu'on est allé chercher et qu'on a couplé à ce qui nous était donné. Donc moi, je ne suis pas une anomalie. Ce serait une insulte à mes parents de dire que je suis une anomalie. Je me suis construite avec les paramètres et l'ADN qui était le mien, en ayant conscience de ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Et je savais ce que je devais transformer et ce que je devais protéger avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tact. Non, d'en faire quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que ce que te donnent tes parents, le jour où ils ne sont plus là, il faut que ça reste intact. Ah, bien sûr. Toi, Abdul? Non, moi, je trouve que non plus, je ne suis pas une anomalie. En tout cas, en termes de... Peut-être un peu au niveau financier, parce que, faut se dire jusqu'à ma leçon, je ne pensais pas que je serais arrivé à ce niveau-là. Mais comme a dit Absatou, c'est des valeurs. En fait, on a des valeurs, on nous a inculqué des valeurs depuis qu'on est petit. Et ces valeurs-là sont trop importantes. Et c'est ça qui fait que, tu vois, aujourd'hui, c'est Invest. Demain, ça sera autre chose. Mais c'est mes valeurs qui vont permettre de pouvoir construire cette autre chose. Ouais, c'est hyper important. Ce qui te choque, c'est plutôt le fait que ça a été aussi rapide. Ouais, c'est ça. Plutôt, parce que tu dis toujours born ready. Ouais, moi j'ai toujours été prêt. Ouais, donc en fait, c'est juste que tu pensais que là, l'année dernière, tu étais à 7M de CA. Aujourd'hui, tu es à 17. Tu n'aurais pas pensé que ce soit aussi rapide par rapport à ça. Et en fait, il te dit ça, mais dans son inconscient, il savait que c'était possible. Parce que il a voulu faire du foot. Ouais. En foot, on parle d'accélération. C'est juste ton accélération qui est là. Puis après, tu ralentis. Pourquoi? Parce que tu as besoin de regarder le tableau. Puis à un moment, tu réaccélères. Mais quand tu sais faire après, comme tu le dis, tu sais faire toujours. Non, en fait, je pense que nos valeurs qu'on a eues, et comme tu disais, le fait de... En fait, comme on part de rien, on n'a pas peur de perdre. En fait, c'est ce que je dis toujours à ma femme. Je dis, en fait, j'ai pas peur. En fait, des fois, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais moi, je le fais parce que
c'est mes valeurs, j'ai envie de transmettre. Et t'as pas peur de ça? Non, j'ai peur de rien. Moi, demain, si on recommence à zéro, je dois dormir sur un matelas par terre, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est une manière d'honorer la vie et d'honorer le parcours de nos parents. C'est de prendre des risques, c'est de transformer. C'est ce principe de méritocratie qu'on impose à la société. C'est ce refus de déterminisme social, de dire t'es né là et tu restes là. Non, parce que tes parents, ils t'ont fait naître là pour que tu ailles. La fameuse phrase « va, vie, deviens », elle n'est pas caduque pour nous. Donc moi, je crois que justement, honorer la vie, ne pas la snober et faire en sorte d'honorer le parcours de nos enfants, c'est pas de transformer ça en quelque chose de petit, mais de grandiose. De grandiose. C'est t'attends ta standing ovation, pas des autres, de toi-même, de dire j'ai pris ce que mes parents m'ont donné, j'en ai fait ça. Et ça, j'en suis fière. Et ça, tes enfants le verront. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. En fait, c'est ça, en fait, en vrai de vrai, il n'y a pas de chaîne de déterminisme social. Parce que même, tous les trois, nos parents étaient immigrés. Je sais que ton père est ouvrier sénégalais, toi aussi, c'était sénégalais. En fait, de base, ne serait-ce que immigrer, c'est se défaire des chaînes du déterminisme social. Parce que sinon, on serait resté au Sénégal. Mais là, je crois que tu as tout dit. Ça veut dire que, tu sais, on parle souvent des immigrés en disant « Oh, ils viennent pour profiter ». Qui met ses enfants sur un bateau et part vers l'inconnu en se disant « J'ai 9 chances sur 10 de vivre ou qu'ils vivent ». Nos parents, quand ils ont fait le parcours des immigrés et que tu vois aujourd'hui, c'était pas une balade de santé, hein. C'était pas un truc cool. C'était quelque chose d'extrêmement lourd et extrêmement difficile. Et quand tu prends cette décision-là, pour moi, il n'y a pas plus grosse décision d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que si tu décides de changer ta vie, un entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut changer son monde avant de vouloir changer le monde. Et donc, quand tu te lèves un matin et tu dis « je sacrifie tout », l'environnement que je connaissais, la nourriture que je mangeais, mes amis, ma famille, mes proches, là où j'étais bien finalement, même si j'avais pas assez, il fallait que j'aille chercher un ailleurs pour vivre ou survivre pour d'autres. Il y a quoi comme décision plus lourde à prendre que ça ? De tout lâcher pour partir vers l'inconnu. C'est ce qu'on appelle la prise de risque maximale. Moi, je suis d'accord, moi c'est ce que je dis tout le temps à mes consultants, c'est parce que souvent ils se limitent à leur salaire. C'est les mecs qui se disent « ouais, je gagne bien ma vie, etc. » Pour moi, vous n'avez pas compris le jeu. Pour moi, tes parents, ils ont pris ce risque-là. Tu as de la chance d'être là aujourd'hui, mais vas-y à 200%. Vas-y à 200%. On a une chance là, on gagne bien notre vie. Les gars, il ne faut pas se limiter à ça. Aller plus loin. Tu vois, moi, c'est mon cas. Au départ, j'étais freelance. J'étais freelance comme tous les autres consultants. Et à un moment, j'ai pris le taureau par le taureau par les cornes. Et je me suis dit, oh, bien sûr, je vais aller plus loin. Et je vais créer quelque chose. Parce que j'en ai la capacité. Et je vais prendre les gens avec moi et on va y aller. Bien sûr. Il faut que les gens ont cette mentalité-là. Il faut aller de l'avant. On a eu de la chance. Nos parents ont pris des risques. Ils ont mis leur vie en péril. Et nous, on n'est pas capable de se donner à fond dans ce qu'on a. Et de risquer un salaire. Risquer un salaire. Ouais. On n'a pas compris. C'est ça le point. Il faut que en fait, ces mentalités, elles arrivent à changer. Et c'est pas évident, mais en tout cas, moi, je pousse à 200% là-dessus. Il faut changer de paradigme. Pousse-moi. Pousse-moi. Non, mais c'est l'objectif, tu vois. On est privilégié, il faut aller jusqu'au bout. Tu vois, même au niveau religieux, etc., on dit toujours... quand tu as une chance, en fait, tu te dois de la saisir. Bien sûr. La chance, elle est devant toi, vas-y. Bien sûr. Il ne faut pas attendre que... Et il ne faut pas se limiter au fait, oui, je suis issu d'une migration, donc c'est compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué. Essaye déjà et après on verra. Non, en fait, c'est plus difficile peut-être qu'une personne qui est déjà née avec cuir en argent dans la bouche, mais c'est quand même possible. En fait, peut-être il y en a qui, pour aller atteindre le 100e étage, il y en a peut-être qui sont nés au 99e étage, mais en attendant, tu peux toujours monter les escaliers. Tu peux. En tout cas, tu as des exemples, tu as Absatou là qui est là, toi aussi, moi qui suis là, non, oui, et puis ce principe de cuillère en... Moi, je suis née avec une cuillère en bois et je suis contente de pouvoir la transformer en cuillère en diamant. Ouais. Tu nais avec une cuillère en diamant, tu l'as vu toute ta vie, il n'y a pas de grand honneur à la transformer en cuillère en diamant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, moi, je suis très heureuse d'avoir eu à monter une pente et de ne pas avoir traversé un chemin lisse, facile, doux, parce que c'est l'adversité qui m'a... et le contraste, finalement, qui me permet d'apprécier chaque élément. Ouais, bien sûr. Donc, non, mais totalement. Un ciel plein d'orage est plus sympa à dessiner qu'un ciel bleu. J'aime bien tes petites phrases comme ça. T'as des petites phrases. Je suis une poétique, moi, t'as vu. Écrivaine, non
Toi, Absatou, si aujourd'hui tu devais te définir businessment parlant, ce serait comment? Écoute, je dirais que je suis une branche qui est pliée et qui ne casse jamais. Ouais. Parce que j'ai connu beaucoup, beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. J'ai subi beaucoup le jugement des gens, les commentaires des gens, etc. Et aujourd'hui, j'ai repris le contrôle de mon narratif. On me dit souvent, pourquoi tu montres aujourd'hui que tout va bien? Parce que quand ça va mal, tout le monde s'en charge. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de raison que Mm. quand ça va bien, je ne le fasse pas pour moi-même déjà, pour mon mental, mais aussi pour tous les jeunes ou les personnes qui m'écrivent au quotidien pour me dire que mon parcours les inspire, parce que je ne lâche pas, justement. Et je crois que l'inspiration, elle vient surtout du fait que c'est pas que tu arrives là, mais c'est que tu es réussi à dépasser chaque épreuve pour aller encore ailleurs. Je dis pas forcément au-dessus, je dis aller ailleurs. Parce qu'en fait, sur une ligne, tu as plein d'endroits à découvrir avant de passer à la step d'après. Et donc, à chaque fois, oui, j'ai été ailleurs et après, j'ai passé les étapes. Et aujourd'hui, de me dire que la petite Absatou qui est née dans une famille de 8 enfants avec une maman qui ne savait pas lire, pas écrire, un papa qui était ouvrier et qui m'ont donné les clés de la vie, elle a un cabinet de conseil, elle fait travailler 50 experts à l'international, j'ai 6 bureaux à l'international, je conseille aussi bien des institutions, des États, des chefs d'État, des entrepreneurs et des marques qui auraient parié 5 centimes sur moi à l'époque où je faisais 1m37, je passais pas les attractions du parc Astérix à 18 ans, j'étais toute petite, j'avais envie de croquer le monde mais rien ne me le permettait et je me disais mais comment je vais soulever tout ça et la vérité c'est que c'est chaque épreuve et tout ce que les gens qualifient d'échec comme tu disais qui m'ont permis de gravir ça. Et aujourd'hui je peux dire qu'à 45 ans j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé et même plus. Je me sens une femme totalement libre. Ça n'a pas de prix. Je me lève le matin, je vais où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et je signe avec qui je veux et qui je ne veux pas, je le laisse sur le côté. Et aujourd'hui, je refuse des contrats à des gens avec qui peut-être on m'avait écrit un jour il faut que tu rêves de travailler avec cette personne et parce que son comportement et ses valeurs vont pas, je dis non, j'ai pas envie de travailler avec toi. Je choisis avec qui je travaille. Ça, c'est une liberté extraordinaire. Mais je peux te dire qu'au même titre que ma voix est cassée aujourd'hui, ça m'a cassé un petit peu en morceaux tout au long de ma vie. J'ai traversé des burn-out, j'ai traversé des épreuves de solitude, parce qu'un entrepreneur, c'est un grand solitaire malgré lui. Et j'ai survécu à tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, je me sens invincible. La seule chose où je ne suis pas invincible, c'est ma santé et les décisions du Tout-Puissant, parce que je suis très croyante. Donc voilà, mais je suis ça aujourd'hui. Ok. Et ça fait du bien de le dire, parce que ça a été dur. C'est un peu, j'ai eu l'impression de gravir l'Himalaya, ouais. l'Everest, ce que tu veux. Je suis arrivée essoufflée, mais je suis arrivée. Et qu'est-ce que le monde est beau d'en haut. Et pourquoi là tu continues alors? Pourquoi je continue? Parce que Dieu m'a encore donné quelques jours. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais rien n'est jamais acquis. Et mon parcours le dit. Et rien n'est jamais acquis. Donc tu dois continuer, pas être forcément éprouvé, mais à t'accomplir. Et je considère qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire pour moi, pour les autres. J'ai aujourd'hui des entreprises où je fais des choses à impact parce que j'ai envie de laisser une trace. Et je crois que ton ambition, elle évolue avec le temps. Il y a un moment dans ta vie, tu vas être riche. Il y a un moment dans ta vie, peut-être tu vas être connu. Moi, ça n'a jamais été mon cas de vouloir être connu. Moi, je suis entrepreneur, on est venu me chercher. Les gens pensent que j'ai fait que de la télé pour certains ou que j'ai commencé par la télé parce que c'est ce qui était le plus visible. Mais moi, j'ai commencé par l'entrepreneuriat et on est venu me chercher pour cette lumière et cette visibilité que je n'ai pas trop kiffé d'ailleurs, puisque j'ai démissionné à un moment où personne dans sa carrière n'aurait démissionné. Je gagnais très bien ma vie. Voilà, j'ai rencontré... Tu peux dire combien tu gagnais? Moi, il y avait du haut de mes... à l'époque, donc je ne sais pas, de mes 30 ans, je faisais parfois entre 80 et 200 000 euros la semaine. Ok. La semaine. C'était combien d'émissions par semaine? Non, pas qu'en télé, je te parle de mes activités, mais j'avais 5 émissions où je gagnais de l'argent, j'avais mes contrats publicitaires, j'avais mes conférences, j'avais mes business, j'avais 17 salons avec 300 salariés qui tournaient à temps plein. C'était un truc de fou. Quand j'allais faire mes dépôts à la banque le week-end, j'étais contente. Tu vois. Donc, non, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent très vite et puis j'en ai perdu beaucoup. Et quand j'en ai perdu, tout le monde m'a dit, mon Dieu, tu vas mourir. Et j'ai dit, mais moi, je suis née, j'avais rien. C'est ça. Tout ce qu'on me donne, je le prends. Tout ce que je perds, je le prends.
j'accepte parce que je sais ce qui va se passer demain. Et aujourd'hui, la vie m'a prouvé que j'avais raison. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Je peux honorer le parcours de mes parents. Ma mère n'est plus, mais mon père est là et je peux réaliser ses rêves à lui. De toute façon, moi, j'avais toujours dit, je voyagerai jamais en business si mon père l'a pas fait. Je voyagerai jamais dans des hôtels 5 étoiles si mon père l'a pas fait. Donc maintenant qu'il le fait et souvent avec moi, je peux me permettre de le faire. Mais c'est pas ça la richesse. Parce que l'endroit au monde où je suis la plus heureuse, c'est sur le canapé de mon père, dans son village natal à Orcadière. Il y a un puits, il y a pas grand-chose de matériel, mais il y a tout. Et il y a toute la richesse du monde là-bas. Donc aujourd'hui, non, je manque de rien matériellement, mais je manque encore de beaucoup humainement. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager, j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs, parce que je crois que accompagner, tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est coach. C'est vrai. Tout le monde coach de coach. Tout le monde veut t'apprendre à faire des choses qu'ils n'ont pas fait. C'est ça. Parce que monter une boutique sur Shopify, c'est pas être entrepreneur. Quand tu as des salariés, quand tu as des loyers, quand tu es en galère et que tu n'arrives pas à payer les gens et que tu as des huissiers à ta porte tous les matins, que tu portes un sac à dos de plomb tous les matins. Moi, toutes les chambres du tribunal de commerce de Paris, je les connaissais. Tellement j'avais des merdes. Je négociais avec un huissier devant la porte d'un de mes salons à Paris. J'en avais un autre qui était dans le 15e. Au même moment, je finissais de négocier là, je prenais ma voiture pour pas qu'on prenne mes meubles dans le 15e. Je sais ce que c'est la galère. Je sais ce que c'est que d'avoir essayé. Je sais ce que c'est que d'avoir échoué. Je sais ce que c'est d'avoir le jugement des gens tous les matins pointé sur toi. Et je revis depuis que je me suis totalement émancipée du jugement des gens. Parce que quand j'étais en galère, personne n'a payé mes factures. Personne n'a payé mes loyers. Personne n'est venu me demander si j'allais bien, sauf mon entourage proche, mon socle. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une puissance dingue. Et c'est celle-là, c'est que le jugement des gens, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Je sais quand je me regarde devant le miroir, comment je me juge et je me considère, et crois-moi que je suis dure avec moi-même, j'accepte pas que les autres me jugent. Parce que me juger, c'est entrer dans mon intimité et je le permets pas à tout le monde. Par contre, j'autorise tous les gens qui m'aiment à me dire ce qu'ils pensent. Parce que ça, c'est censé me faire grandir et me faire évoluer. Mais quand tu t'émancipes de tout ça, que tu es passé par tout ça, tu acquiers une liberté, et cette liberté, elle est puissance. C'est un truc de fou. Mais totalement. Non, mais une liberté aussi un retour d'expérience. C'est-à-dire que toi, tu peux te permettre de coacher des gens parce que tu l'as vécu. Et parce que je crois que être un coach honnête, c'est dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et c'est surtout d'enseigner aux gens que tu coaches que dans tes échecs, tu as appris ça. Ce qu'ils apprendront dans leur réussite, ils vont l'apprendre avec ou sans toi. Mais quand ils vont se trouver face à la solitude de la difficulté et de l'échec, si tu les aides et que tu anticipes et que tu les accompagnes, alors ils se sentiront mieux et ils iront mieux. Donc, moi, ça m'agace, ces phénomènes de coach. Confiance en soi, tu n'as pas confiance en toi tout le temps. En fait, ça ne s'achète pas, la confiance en soi. Ça se muscle. Et un jour, tu l'as, et un jour, tu l'as moins. Moi, j'ai confiance en moi sur plein de sujets. Et puis, il y a des moments où je n'ai pas confiance en moi. Parce que, c'est un muscle et que tu as des moments de faiblesse et de fragilité qui font qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent te fragiliser à ce moment-là et qui te font perdre confiance en toi. Un jour, on te dit t'es belle, et puis un jour, il y a quelqu'un qui te le dit pas. Et c'est de celui-là que tu l'attendais. Tu perds confiance en toi, même si le monde te dit que t'es belle. Tu vois ? Donc, la confiance en soi, le développement personnel, le machin. Moi, je parle que de ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je crois que mon activité, en tout cas, coaching, fonctionne. Parce que je suis très franche, parce que je dis les choses, parce que je réfléchis beaucoup. Clairement, je travaille beaucoup la stratégie, etc. Donc, le socle. Parce que rien ne se fait sans connaissance et sans structure. Mais derrière, ce que je transmets, c'est mon parcours. Et je suis très observatrice, et ça, c'est un bagage extraordinaire. Ouais. On peut dire que tu es un phénix, quand même. Parce que elle renaît de ses cendres. Ça m'est arrivé quelques fois de renaître de mes cendres. C'est ça qui fait la force. En fait, il faut avoir une vision. Il faut avoir un but clair. Toi, c'est d'avoir un impact positif en Afrique. Je ne sais pas, c'est quoi ton but final, peut-être ? Je vais te le dire, mais c'est surtout, je crois, dans ce que tu dis, c'est de rester humble. Il y a toujours plus intelligent que toi. Évidemment. Il y a toujours plus beau que toi. Il y a toujours plus puissant que toi. Il y a toujours dans une situation quelqu'un qui t'apprendra quelque chose que tu ne sais pas. Et ça ne vient pas que de ceux qu'on qualifie de grands de ce monde. Tu vas aller dans un village, tu vas t'asseoir à côté d'un homme âgé. Il va te donner 10 minutes de son temps, ça va valoir 15 ans. Donc en vrai, il faut toujours être humble et toujours disposé à écouter. Ouais, c'est pas si difficile que ça. C'est être humble, je crois que c'est la chose la plus facile. Quand tu te regardes dans un miroir, tu comprends qu'autour de toi, il y a toujours mieux.
Et donc, si tu n'es pas humble, tu as un problème. En fait, après, moi je t'ai coupé, mais ça aussi, ça fait partie des valeurs qu'on a eues, nous, en fait. Qu'on nous a éduqués. L'éducation, nous, c'était vraiment sur ça. Être humble, le partage. Et ça en fait, c'est inné en nous. Et le fait que rien ne t'appartient. Tout part. Tout part. En une fraction de seconde, la vie part. Bien sûr. Tu vois. Donc, non, tu me posais la question, tu me demandais... Ton but, pourquoi, tu vois, je t'ai posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu continues d'entreprendre? Tu m'as dit, si je peux, autant continuer. Mais je vais te répondre. Est-ce que tu as un but final? Mon but final, c'est de n'avoir jamais aucun regret. Okay. D'avoir tout honoré. Le parcours de mes parents, la vie que Dieu m'a donnée. De pouvoir dire à mes enfants, j'ai tout fait. De dire, il n'y a pas un rêve que j'ai laissé de côté. Et de mourir comme Edith Piaf en chantant « Je ne regrette rien ». Okay. C'est mon but final. Ok, je comprends mieux. Parce que toi, Abdoul, comme on a dit, c'était surtout de... Ouais, non, moi, je veux impacter. Je veux... Tu vois, au-delà de... Parce que comme tu disais initialement, c'est... En fait, au départ, on a tous un rêve de gagner de l'argent. Tu vois, ça, c'est le rêve de tout le monde. Je veux gagner de l'argent, je veux avoir de la réussite, etc. Une fois que tu arrives à cette étape-là, en fait, tu te reconstruis. Et là, ce que tu veux, c'est que tu veux impacter les gens. C'est-à-dire que tu veux avoir un impact sur les gens, tu veux permettre aux gens de s'émanciper. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment qu'on fasse avancer l'Afrique. Tu vois. Parce que je trouve dommage que tu as un continent avec autant de richesses et qu'on a des gens qui les dirigent, qui ne vont pas dans le sens de l'émancipation des populations. Donc moi, mon rêve, c'est clairement tu vois, avoir un impact en Afrique. Qu'on se dise, à lui... Enfin, moi, ce que je me dis, je vais mourir en me disant, à lui, il a essayé d'aider les gens jusqu'au bout. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est un bel objectif. Tu sais que moi, je crois que tous les dirigeants, ils se sont dit un jour, moi, je veux impacter les populations. Puis à un moment, ils ont goûté au pouvoir. Et c'est là qu'ils se sont oubliés ou pas, parce que les valeurs étaient solides ou ne l'étaient pas. Mais je crois que impacter, c'est ce que chaque être humain devrait vouloir en premier. Je crois que tu as tellement raison. Et de vouloir se dire que, de toute façon, il faut que l'Afrique avance. Elle avancera avec ou sans nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu la Chine, l'Inde, c'est le tour de l'Afrique. Tout le monde est unanime dessus, sauf ceux qui ne veulent pas le voir. Et je crois que l'Afrique est réveillée depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense, mais que le mouvement, la transformation prend juste le temps qu'il faut pour que ce soit solide. Mais je crois que quand on sera beaucoup plus solidaire, qu'on sera beaucoup plus concentré collectivement sur les objectifs, et qu'il y aura tous ces cerveaux qui se réuniront sur des sujets essentiels, l'Afrique va pas bouger, elle va tout pulvériser. Voilà, le tiers-monde dont on parlait, le tiers-monde va se déplacer. Voilà, il sera ailleurs. Il sera ailleurs, le tiers-monde, là où on pense que tout est acquis. Et l'Afrique, de toute façon, quand tu commences même à dire climatiquement que tu vas te rafraîchir en Afrique parce qu'il fait trop chaud, c'est que tu comprends que même la force de la nature, tu comprends que même la nature est en train de bousculer les codes. On est dans un monde qui est bousculé. Mais tu évoquais le fait que tu disais que tout dirigeant souhaite impacter et après il goûte au pouvoir et là il change. Mais comment tu fais donc, du coup pour... Parce qu'en fait, quand on regarde nos dirigeants, on a l'impression qu'ils ont changé. Mais comment tu fais pour pas changer en fait? Mais d'abord, il y a ceux qui changent et ceux dont l'entourage change. Et je crois qu'il y a des dirigeants qu'on juge mal parce qu'en général, on le subit nous à notre niveau. Hein. Quand tu progresses dans la vie, on te dit « Ah, il a changé ». Sauf que c'est souvent le regard de ton entourage ou des gens qui a changé. Toi, tu n'as pas forcément changé. Par contre, le regard des gens et le jugement des gens peut te changer. Mais je crois que tous ces dirigeants... tu sais, quand tu aspires à des fonctions comme celle-ci qui ne sont pas faciles, parce que déjà diriger une boîte, c'est pas facile, imagine diriger un pays, c'est pas facile. Bah, tu composes avec tous les paramètres qu'il y a autour de toi et moi, qui côtoient aujourd'hui ces gens-là. Je le vois, la solitude, quand on parle de solitude de l'entrepreneur, puissance 1000 pour ces gens-là. Et puis, ils prennent des décisions, parfois on pense que les décisions leur appartiennent, mais c'est leur entourage professionnel qui guide ces décisions-là. Mais ils sont les seuls à emporter le visage de la responsabilité. Comme toi, en tant que dirigeant d'entreprise. Et donc, à la fin, on va te dire, t'as fait ça, mais toi, t'as pas parlé avec le collaborateur qui est en train de te juger. Mais un de tes collaborateurs a travaillé avec cette personne, mais c'était ta boîte. Donc, c'est toi qui portes la responsabilité des actions communes au sein de ton entreprise ou de ton pays. Et donc, je crois que là, il y a une vraie difficulté de jugement
qui ne peut pas être comprise par tout le monde. Parce qu'on dira toujours, par exemple, Macron, il est comme ça, l'autre, bon, Trump, il est vraiment comme ça. Mais on dira Macron est comme ça, Chirac était comme ça, l'autre est comme ça, mais on ne sait pas. Et on ne sait pas par quoi ils sont passés, on ne sait pas la solitude qui a été la leur, on ne sait pas si les décisions actées à la fin leur ont été littéralement imposées avec le poids de la responsabilité derrière. Donc moi, je trouve que c'est trop facile d'émettre des jugements quand on n'est pas dans la peau des gens. Tu vois, moi, je me lève ce matin, je ne sais pas la journée que tu as passée hier, je ne sais pas les décisions que tu as eu à prendre, je ne connais pas les contraintes qui ont été les tiennes, mais je vais arriver juste avec mon regard, mon analyse, et je vais penser que ce que je dis est vérité. Ouais, sauf qu'il n'y a que toi qui connais cette vérité-là, et la franchise de ton jugement vis-à-vis de toi-même qui connaît cette vérité-là. Donc, on est dans un monde où on interprète plus qu'on écoute. Et on ne peut pas toujours écouter parce que les choses vont vite, mais c'est dur d'être dirigeant. Ouais, c'est dur. C'est dur d'être dirigeant. Déjà, à nos niveaux, c'est tellement dur, alors je ne veux pas juger les autres. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, pour moi, en tant qu'entrepreneur, le plus dur, c'est l'humain. Parce que là où un entrepreneur, souvent, il aime bien avoir la main mise sur tout, et s'il y a un problème, c'est à cause de lui, et si ça marche bien, c'est grâce à lui. L'humain, c'est un effet papillon. Tu peux dire un mot qui fait que 6 mois plus tard, il va se passer quelque chose de néfaste. Non, mais tu vois, c'est ce que je te disais avant. En fait, moi, ma grosse force que je fais, c'est que en fait, toutes les personnes que j'embauche ou qui travaillent avec moi, j'arrive à comprendre qui ils sont, en fait. Ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont intéressés par l'argent, d'autres, c'est pas ça. Ils veulent la reconnaissance sociale, d'autres, ils veulent ta reconnaissance à toi directement. Tu vois. Et c'est là où, quand tu arrives à analyser ça et savoir ce qu'ils veulent, bah, tu peux les diriger comme tu veux. Mais c'est important, ça c'est la base. La belle pyramide de Maslow. Ouais, c'est ça. C'est l'être humain, c'est complexe. Déjà diriger nos enfants, parce qu'on les accompagne plus qu'on ne les dirige. C'est difficile. Alors imagine les enfants des autres. Ouais. C'est pas facile. C'est là que j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Ouais, tu as 30 enfants, tu en as 30 différents, et avec des situations sociales différentes et des ambitions différentes. Et tu dois composer avec, c'est pas facile. Donc, ouais, c'est très difficile. Mais je crois que, tu sais, tu disais, on est entrepreneur, il faut savoir tout faire et tout. Moi, je crois que la première qualité d'un entrepreneur, c'est de s'entourer de meilleurs que soi. Exactement, c'est ce que tu disais. C'est de prendre des gens qui savent faire ce que tu ne sais pas faire ou qui auront plus de temps à faire mieux les choses que toi, tu les ferais. Et faire confiance, parce que ça va te propulser parfois là où tu n'irais pas toi-même, parce que tu n'as pas la clarté d'esprit sur tout et que tu ne peux pas savoir où tu vas pour tout. Donc, je crois que le meilleur conseil, moi, que je donnerais à un entrepreneur, c'est entoure-toi de meilleurs que toi. Quand tu vois les présidents, il y a toujours des ministres, d'un premier ministre, etc. Évidemment. Moi, c'est ce que je fais. Je te dis, moi, je consomme du service à toute patate. C'est-à-dire que dès que tu vois que j'ai besoin d'une expertise sur un point défini, je fais appel à quelqu'un. Bien sûr. Tu l'avais dit quand tu voulais découvrir les codes de la haute bourgeoisie parisienne. Bien sûr, je fais appel à des gens. Bien sûr. Parce que tu peux pas savoir tout sur tout. C'est pas possible. Si tu penses ça, c'est que tu as déjà perdu. Donc, faut pas s'inventer une vie. Tu es bon sur quelque chose, tu restes sur ton expertise, c'est très très bon. Tu es arrivé jusque-là, donc c'est déjà bien. Mais si tu veux aller plus loin, c'est une équipe. C'est impossible. Il y a pas de. Je pense que ça, toi, tu as dû bien l'apprendre grâce au foot aussi. Ouais, C'est impossible. Tu vas marquer un but tout seul. Ouais, tu peux pas marquer tout seul. Tu peux pas marquer tout seul. Quand même si tu as des personnes qui peuvent dire égoïste, faut être égoïste pour marquer, etc. Quand tu regardes, ne serait-ce que là-bas, le PSG, il est connu pour son collectif. Ouais, exactement. Donc, tu as besoin de gens autour de toi. Tu es obligé. Même pour te conseiller, même pour t'améliorer sur pas mal de choses. Tu vois. Et ça, si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne pourras jamais avancer. Sur tes investissements, tu es entouré aussi ? Ouais, je fais appel à pas mal de gens qui m'aident, qui me conseillent et qui me permettent de dénicher souvent les bonnes affaires. Les bonnes affaires. Ouais. Je ne fais pas tout seul, c'est impossible. Et toi, Absatou, bon, là on parle d'investissement, tu es toute seule, tu essaies d'être accompagnée, comment ça se passe ? moi je vais chercher les conseils là où ils sont. Je vais chercher l'expertise là où elle est. Je n'ai pas la science infuse. J'attaque des domaines à chaque fois très différents. C'est pour ça que dans mon cabinet aujourd'hui, moi je suis la chef d'orchestre, mais j'ai 40 experts autour de moi. Et selon les sujets, je vais poser des questions et j'accompagne mes clients pour prendre la meilleure décision. Donc, je ne peux pas me rater. Il faut que j'aille chercher l'expertise là où elle est et qu'il soit conseillé au mieux pour prendre les meilleures décisions. Donc, oui. Des questions là-dessus. On est d'accord que cette expertise-là que tu as, elle n'est pas accessible à tout le monde.
C'est-à-dire que tu pourras, enfin, c'est pas le consultant lambda ou la personne lambda qui va arriver, qui va connaître un expert qui est capable de te faire à Marrakech, de trouver des informations sur ce terrain-là. Disons que je vais te faire gagner 10 ans sur à peu près tout. Voilà, c'est ça, Voilà. d'accord. Non, je vais t'aider à prendre des décisions rapides mais bonnes avec, en fait, le réseau que j'ai développé pendant 20 ans, il me sert énormément aujourd'hui, mais effectivement, quelquefois, tu vas avoir des réflexions qui, en temps normal, durent 6 mois. Et si tu as la bonne personne au bon moment, au bon endroit, bah, il va te donner la réponse tout de suite. Non, c'est ça, c'est clair. Donc, en fait, là, tout à l'heure, on parlait à chaque fois de nous personnellement, comment s'élever, que ce soit mentalement, socialement, professionnellement. Mais pour vraiment, quand tu arrives à ta première étape de c'est bon, j'ai l'argent, comment est-ce que je vais m'enrichir, là, c'est le network, le réseau, etc. C'est vraiment lié à tout ça. Bien sûr. Et du coup, comment une personne qui n'a pas de réseau, qui n'a pas une appétence à ça, peut faire en sorte d'aller dans ces milieux-là, trouver Tu n'as de bons jamais pas de experts. réseau. Le plombier que tu rencontres aujourd'hui, demain, il a une grosse société dans le bâtiment, ça devient ton constructeur. Le comptable qui était un salarié dans un groupe, aujourd'hui, il a son propre groupe et il t'a suivi pendant 10 ans, 15 ans et il devient ton expert. En vérité, le réseau, c'est le culot. C'est la capacité à aller chercher une réponse. Au pire, tu risques un non, tu vas pas mourir. Mais quand tu arrives dans une salle et que tu as une personne avec qui tu rêvais de parler pour qu'il te donne un conseil, une information, pour tisser un lien, tu risques quoi? Aller lui dire bonjour? Qu'il te snob, donc c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, parce qu'il ne colle pas avec tes valeurs, s'il te répond, et en général, les grands hommes répondent toujours. C'est comme ça que tu construis ton réseau. Okay. Moi, je ne suis pas née avec un réseau. Aujourd'hui, j'ai un des réseaux, sans aucun problème, j'ai aucun problème à le dire. J'ai un des réseaux internationaux, je pense, les plus puissants qu'on puisse avoir. Parce que ça va justement de ce plombier au chef d'État. Ça va de l'expert qui a travaillé au plus haut niveau finance au monde à la danseuse étoile de l'Opéra de Paris que je vais pouvoir impliquer dans un projet. Donc c'est la largeur et la profondeur de mon réseau, je l'ai conçu au culot et quotidiennement et tous les jours en allant parler aux bonnes personnes au bon endroit. Okay. Ça doit être un des boulots de l'entrepreneur, c'est ça. T'en penses quoi, toi? Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Toi, tu fais comment, du coup, pour... Moi, c'est pareil. Enfin, moi, en fait, je sollicite beaucoup mon entourage. C'est-à-dire que je demande à droite à gauche. Moi, j'ai mon frère qui travaille avec moi, par exemple, sur toute ma partie communication extérieure. Et en fait, je lui demande pas mal d'aller à des événements, de rencontrer des gens, de me présenter aux gens. Mais là, tu vois, là, je fais des podcasts aussi pour être connu et rencontrer des gens, typiquement Absatou. Et c'est ces gens-là qui vont me permettre d'aller toucher des réseaux encore plus grands. Ouais, en fait, c'est comme elle a dit Absatou, il faut avoir du culot. Ouais, il faut avoir du culot. Ouais, en fait, c'est que s'il n'y a pas de culot, tu restes dans ta bulle et tu fais... exactement, faut y aller. Je peux faire un jeu de mots avec ton nom. Tu vois. Faut oser. Franchement, t'as le droit. Non, mais c'est vrai. Et encore... Et en fait, tu te rends compte, c'est un cercle vertueux. Pour oser, il faut avoir confiance en soi et avoir de l'humilité. Et en fait, tout ça, ça va te permettre d'aller oser, d'aller chercher d'autres personnes. En fait, Je crois qu'on théorise trop. Ouais. Pour oser, pour oser, il faut avoir conscience que tu n'as rien à perdre. That's it. C'est tout. Tu n'as rien à perdre. Et qu'est-ce que tu penses, toi, Absatou, de ces collectifs que les gens organisent, genre des réseaux, par exemple, on prend des réseaux d'influence, c'est-à-dire que on organise des l'entre-soi, dans toute sa splendeur. Non, pas forcément dans l'entre-soi. Moi, je te prends l'exemple des consultants, mes consultants. Par exemple, moi, ce que je leur propose, c'est d'animer une communauté. Oui, c'est-à-dire que je leur dis, venez, on fait des événements ensemble, on s'organise. Parce que moi, ce que je pense, c'est que en fait, tout le monde a des choses à apporter. Et plus on est dans une communauté, plus on peut élargir le réseau. T'en penses quoi, toi, La communauté, c'est génial quand ça ne devient pas du communautarisme. Je crois que développer des communautés, c'est essentiel. Ça libère de cette solitude dont je parlais, ça permet d'échanger avec les autres et de te nourrir de l'expérience des autres, etc. Maintenant, se renfermer sur soi pour ce que tu es et rester avec les gens qui te ressemblent te coupe du reste du monde. Donc je crois qu'il faut un bon mix des deux. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Toujours avoir l'esprit ouvert, même et surtout avec les gens avec lesquels tu n'es pas d'accord, pour justement pouvoir débattre, échanger, discuter, ou les gens qui ne sont pas de ton milieu pour comprendre leur milieu. Ça te permet toujours d'aller plus haut et plus large.
Après, moi, en tant que Parisien, tu vois, l'ouverture d'esprit, je l'ai à 200%. Tu vois. Ouais. À chaque fois, on le dit, on est des caméléons. Mm. C'est pouvoir s'adapter à n'importe quel. Voilà, on peut parler avec toi, on peut parler avec un plombier, on peut parler. Ouais, Mais ça, c'est pas le fait d'être parisien. Le parisien n'est C'est pas vrai. le plus ouvert d'esprit au monde. C'est vrai. Mais non, Tu trouves ça? moi je trouve pas. Je trouve que Pourquoi? je trouve pas. Je trouve qu'en ayant beaucoup voyagé, c'est une question plus de personnalité que d'où tu viens. Ok. Ta capacité à t'ouvrir au monde, elle dépend pas de où tu vis. Mais où t'es né, peut-être? Et même pas. Même pas. Non, moi je Ok. crois que c'est vraiment une manière d'être. Ok. C'est d'avoir cette humilité et cette conscience que tous les soirs, il faut dormir moins bête. Et pour ça, il faut s'enrichir des gens qui sont plus que toi C'est ça, je suis d'accord. sur un sujet. Il y Moi, a toujours quelqu'un qui connaît plus que toi Ah, ça- l'art, la danse, le spectacle, le truc. Et le fait de parler avec fait que tu dors moins bête. Ouais. Et donc, je crois que ça dépend pas d'où tu viens. Moi, j'ai vu des gens dans les villages, etc., beaucoup plus ouverts que parisiens, qui t'ouvrira jamais sa porte et qui discutera jamais avec toi. Ok. Et que si tu meurs de faim sur le trottoir, s'il est pressé et qu'il a un train, il te regardera pas. Là où le villageois, il oubliera tout ce qu'il a à faire pour s'asseoir à côté de toi et parler avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Bah écoute, merci beaucoup, Absatou. Avec plaisir. Ah, j'aurais bien aimé rester avec vous, là. Ah, vous aussi, on a bien aimé. Trop Hein. Dommage, sympa. t'as un avion à Là, je prendre. pars, je m'enferme dans un avion. J'espère qu'il y aura des gens sympas. Bah, tu pourras revenir si tu veux, il n'y a pas de problème. Avec Pour les plaisir. personnes qui t'écoutent ou qui te regardent pour la première fois, ils peuvent te suivre où? Ils peuvent me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très Il y a disponible. Instagram, J'ai LinkedIn. Instagram, j'ai Facebook, j'ai LinkedIn. Tout sera en description. Oui, j'ai encore Facebook. Oui. Bon, tout sera en Voilà, donc description. oui, je suis assez disponible. Mais merci beaucoup Voilà, en tout avec cas. plaisir. Absatou, merci à toi aussi, Abdou. Merci. Merci de m'avoir invité. Pas de problème. Ça fait plaisir de partager avec des jeunes. Ça fait plaisir de partager avec des vieux. Merci.